Bonsoir à vous qui êtes dans cette salle. Bonsoir à vous qui nous suivez en direct sur YouTube ce soir. Et bonsoir à vous qui regardez cette séquence, cette présentation en différé. Ce soir, nous allons donc vous présenter le plan d'affectation de la VER d'Ayray. Ce plan d'affectation est à l'enquête jusqu'au 26 avril. La VER d'Ayray, pour ceux qui ne le savent pas, c'est, vous savez, quand on sort de l'autoroute et qu'on se dirige sur Vevey-Centre par la droite, c'est ce grand champ qui est bordé par une vigne le long de la route et qui a le tennis qui se trouve tout en haut de la parcelle. Alors, il s'agit donc d'un vaste projet qui couvre 6 hectares et demi. Et si le plan d'affectation est approuvé, les premières entreprises devraient pouvoir s'installer dès 2025. Alors, nous allons en parler ce soir avec une brochette d'invités, parmi lesquels Madame la conseillère d'État qui est en train d'arriver, Christelle Luisier-Brodard. Bonsoir Madame. Monsieur le conseiller d'État Philippe Lebas et Monsieur le syndic de Saint-Légier, de Saint-Légier-la Chiesa, Alain Beauvais. Et puis, toute une brochette d'autres invités qui nous présenteront et qui nous expliqueront un peu ce plan d'affectation. Alors, pour commencer, j'aimerais que chacun et chacune d'entre vous nous dise en 2 phrases ce qui lui paraît remarquable dans le projet et quelle est l'idée que vous voulez mettre en valeur ce soir. Alors, on commence avec vous, Monsieur Beauvais. Qu'est-ce qui vous paraît essentiel dans ce projet à nous dire ce soir? Ce qui me paraît essentiel, merci Monsieur, ce qui me paraît essentiel, c'est que la commune de Saint-Légier a un fort ancrage en faveur des artisans, des petites et moyennes entreprises, avec plus de 2000 places de travail aujourd'hui. Notre commune est un acteur important de l'économie pour assurer à la population active suffisamment de places de travail, notamment pour nos jeunes, qui, au terme du remplissage de ce parc d'activité, sera augmenté de 500 places de travail. Merci, Monsieur Beauvais. Madame Christelle Luisier-Brodard, en 2 phrases, qu'est-ce qui vous paraît important dans ce projet? Alors pour moi, ce qui est essentiel, c'est qu'on arrive à allier les exigences d'aménagement du territoire, d'utilisation rationnelle du sol, avec aussi une qualité de projet, notamment en termes de mobilité, en termes paysagers, avec finalement la nécessité d'avoir un développement économique, un potentiel de plus de 500 emplois à la clé. Donc finalement d'arriver à trouver ce chemin pour un projet qui est reconnu par le canton comme un projet stratégique. Merci beaucoup. Monsieur Lebas, vous qui êtes responsable de l'économie, qu'est-ce qui vous paraît essentiel dans ce projet? Je vous dirais trois éléments, évidemment. D'abord, parce que l'économie est d'abord constituée d'êtres humains, c'est 540 places de travail qui, à terme, seront créées sur ce site. C'est donc considérable. 540 familles qui trouveront un avenir professionnel et un avenir financier également pour leurs enfants. C'est donc le premier élément. Le second, c'est qu'on va, avec ces places de travail, créer une activité près également d'une ville importante, celle de Vevey, et éviter ainsi des transits entre ceux qui habitent Vevey et qui travaillent à l'extérieur, qui pourront ainsi travailler plus facilement sur place et éviter ainsi des transports inutiles, une pollution inutile. Et puis, troisième élément, cela contribuera également au développement de l'ensemble de la région. Vous savez, on parle aujourd'hui beaucoup de décroissance, mais il n'y a que ceux qui n'ont jamais été confrontés à la décroissance qui plaident ce type de développement, si j'ose m'exprimer ainsi. Et lorsque vous avez des facultés d'allier écologie et économie, vous devez les saisir. C'est le sens même du projet qui vous est présenté ce soir. Merci. Monsieur Bernard Schmitt, en 2 phrases, qu'est-ce qui vous paraît essentiel, vous qui êtes donc directeur de Promove, la promotion économique Riviera-Lavaux? Merci Monsieur L. Je pense que c'est un projet qui est véritablement inspirant parce qu'il amène une réponse intelligente, équilibrée à un besoin qui est impérieux pour la région. Il faut que nos enfants puissent continuer à travailler proche de chez eux, il en va de leur qualité de vie. Il faut qu'on offre également des perspectives d'emploi dans les domaines de l'artisanat et de la production. Et puis il faut aussi qu'on permette à nos entrepreneurs, nos PME finalement, de continuer à se développer, à créer de la valeur ici, parce qu'au final, la qualité de vie des gens d'ici, elle en dépend aussi. Ici, créer de la valeur ici, un élément évidemment essentiel.
Monsieur Dominique Epp, vous êtes municipal ici, vous êtes en charge de ce projet. En 2 phrases, qu'est-ce qui vous paraît essentiel? Alors effectivement, le plan d'affectation de la Verderaie permet de créer un nouveau pôle d'activité, mais il permet aussi d'y associer les atouts exceptionnels que ce site a en termes paysagères. Et puis également, nous avons mis une attention particulière sur tous les aspects de mobilité. Merci, on y reviendra évidemment. Daniel Dupuis, vous êtes architecte et urbaniste chez Fischer-Montavon à Yverdon-les-Bains. Qu'est-ce qui vous paraît essentiel dans ce projet? Alors en une phrase, et je serai peut-être un peu plus terre à terre, pour nous ce qui est important en fait c'est que l'affectation de ce site permette réellement donne la possibilité d'accueillir en fait ce quartier d'entreprise économique. Donner la possibilité d'accueillir. Voilà, c'est de rendre possible en fait cet accueil. Merci beaucoup. Monsieur Lovet, que dites-vous vous êtes spécialiste en mobilité chez Citec à Morges. Qu'est-ce que vous dites de ce projet en deux phrases toujours? Alors du point de vue de la mobilité, je pense que c'est les bonnes activités au bon endroit. Le site est véritablement au bénéfice d'une bonne accessibilité multimodale et pas que routière. C'est ce que je présenterai tout à l'heure. Merci. Et enfin, Julien Lovet, vous êtes spécialiste en mobilité chez Citec à Morges. Excusez-moi, non, Frédéric Liguet, excusez-moi. Donc, vous êtes ingénieur chez BC Ingénieur à Montreux. Vous êtes en charge du projet routier. En 2 phrases. Oui, alors effectivement, le projet de réaménagement routier s'intègre finalement dans le développement prévu du site. Le développement de ce plan d'affectation est aussi une opportunité pour pouvoir mettre en place ces aménagements qui finalement vont améliorer les conditions de circulation, les conditions de mobilité douce, les conditions d'accès et les transports publics sur ce périmètre. Merci beaucoup. Donc voilà un vaste survol, très rapide survol de ce projet qui réunit, on le voit déjà, un très grand nombre de compétences. Donc vous avez peut-être déjà pu vous faire une vague idée de ce projet et de ce qu'il représente. Maintenant, on va plus entrer dans les détails pendant les minutes qui suivent. Mais avant de redonner la parole à chacun d'entre vous de façon plus détaillée, j'aimerais préciser que si vous assistez à cette présentation en direct, vous pouvez nous joindre et poser les questions que vous avez. Vous pouvez nous joindre en composant pour WhatsApp le 078 218 93 15, 078 218 93 15. Le numéro apparaît sur YouTube à l'instant. Messieurs Alexandre Repetti et Rohan Valla vont prendre note de vos questions et les répercuter après les présentations. Voilà pour ce début. Je vous rappelle 078 218 93 15. Voilà, alors nous allons maintenant passer à une présentation un peu plus détaillée avec vous, monsieur le syndic Alain Beauvais. C'est à vous pour nous présenter un peu ce qui vous paraît essentiel. Merci, monsieur Held. Déjà, au nom de la municipalité, je salue et je remercie à la fois la présence de Madame la conseillère d'État, Madame Lusier, et de Monsieur le conseiller d'État Lebas, qui témoignent par leur présence l'intérêt que le canton porte pour ce magnifique projet pour notre région. Il est de coutume, d'ailleurs, général, d'organiser une présentation publique, et c'est le cas ce soir, juste avant ou au début d'une mise à l'enquête, pour un projet aussi important que celui-ci. Alors disons que on l'a vu, c'est un peu particulier puisque nous avons respecté une certaine distance avec le public et la population, mais cette situation exceptionnelle appelle une solution exceptionnelle, c'est celle qu'on a trouvée ce soir. Cette présentation s'adresse plus particulièrement à la population de Saint-Légier, à notre population, mais on sait très bien que l'intérêt dépasse les frontières de la commune de Saint-Légier et la Chiéza. Depuis 2011, la municipalité a scellé dans ses plans de législature la réalisation de ce projet. Il s'agit d'un défi que de renoncer au développement d'un quartier de villas, que dis-je de villas, un village de villas, pour un changement d'affectation en faveur d'un parc d'activités. Avec pour objectif notamment, pour la municipalité, de mettre un frein à l'exode d'entreprises qui a commencé maintenant il y a plus de 20 ans, des entreprises qui ont quitté la région avec des places de travail. Elles sont parties à Châtel-Saint-Denis, à Fribourg, même Bulle.
Pour répondre aux besoins de nos entreprises locales et régionales, c'est aussi un défi pour leur permettre de pouvoir se développer et rester ici sur site. De relocaliser les entreprises contraintes à se développer, mais contraintes de quitter les centres-villes pour laisser de la place à de l'habitat. En fait, dès la première présentation publique, on a pu déjà mesurer l'impact que nos démarches pouvaient avoir. Et d'ailleurs, M. Philippe Lebas doit s'en souvenir, M. le conseiller d'État Philippe Lebas, lors de la première présentation aux entreprises, la salle ici était bondée. Donc les entreprises ont manifesté d'entrée un vif intérêt. Le conseil communal, quant à lui, a largement confirmé son soutien à plusieurs reprises lors de demandes de crédit, d'études. À chaque fois, ils nous ont suivis. La commune de Saint-Légier-la-Chézard a un fort ancrage, je l'ai dit tout à l'heure, en faveur des artisans et petites et moyennes entreprises, avec plus de 2000 emplois. Notre commune, donc, est un acteur important de l'économie pour assurer à la population active, et notamment à nos jeunes, qui sont les premiers concernés. À terme, plus de 500 emplois maintenus ou créés. De remercier, enfin, pour terminer, la promotion économique de la région qui a joué un rôle dynamique, si vous permettez, tout au long de ce processus d'accompagnement, ainsi que les départements de l'économie, de l'aménagement du territoire ou encore de la Direction générale de la mobilité et des routes. Ils nous ont accompagnés et avec qui nous avons pu aboutir à des compromis au bout de 6 années, jalonnés de nombreuses réunions que j'ai eu à cœur de présider. Eh bien, depuis les premières actions menées par la municipalité, mesdames et messieurs, ce sont 10 ans pour franchir une étape importante que celle qui est proposée à notre population, pour qu'elle puisse sortir de terre, enfin, ce nouveau parc d'activités de Rivière à Saint-Légier. Je vous remercie beaucoup. Merci, Monsieur Beauvais. Nous constatons effectivement que c'est un projet qui a une haute importance parce qu'il n'est pas rare, il n'est pas fréquent, il est rare que 2 conseillers d'État se déplacent pour présenter un tel projet. Et je donne la parole à Monsieur Philippe Lebas, qui est donc chef du département de l'économie, de l'innovation et du sport. Merci beaucoup, Monsieur le syndic, Monsieur le municipal, mesdames et messieurs, mes chers collègues. C'est évidemment un très grand plaisir pour moi que de participer à cette manifestation de présentation de ce plan. J'étais en effet venu, monsieur le syndic Alain Beauvais l'a rappelé, pour discuter, on m'a dit, dans les masques, j'espère que c'est conforme aux prescriptions du Conseil d'État, présenter les intentions de la municipalité aux secteurs économiques de la région, et l'accueil avait été enthousiaste. Nous constatons sur le plan vaudois un déficit important en matière de zones affectées à l'artisanat et à l'industrie, et nous souhaitons, le Conseil d'État incorpore, souhaite une diversification du tissu économique, parce que nous ne voulons pas mettre, comme d'autres, tous nos œufs dans le même panier. Il en va de la prospérité de demain, il en va des places de travail de demain, il y va des places d'apprentissage de demain. Et c'est en consacrant des zones à l'artisanat et à l'industrie que l'on peut favoriser la diversification du tissu économique de notre canton et permettre en quelque sorte à chacun et à chacune de nos jeunes filles ou de nos jeunes garçons d'embrasser la carrière professionnelle qu'il ou qu'elle souhaite. Tout le monde ne veut pas être pilote d'avion ou infirmière. Il y a des gens qui veulent être menuisiers, il y a des gens qui veulent travailler dans l'artisanat ou dans l'industrie, et nous devons être capables de leur offrir ces perspectives-là. C'est très important pour l'équilibre de notre société. Et partant, si l'on veut offrir des possibilités de développement de l'activité économique et industrielle, il faut avoir des terrains qui y sont consacrés. Nous avons ici, dans cette région, une population très importante qui doit souvent émigrer, entre guillemets, pour trouver du travail. Cela engorge nos autoroutes et nos chemins de fer, vous pouvez le constater tous les matins. Et donc, en rapprochant les zones d'activité des zones d'habitat, on diminue les transports, la population et les inconvénients que tout cela génère. C'est tout l'enjeu de ce projet. J'aimerais rendre hommage à la municipalité de Saint-Légier d'avoir accepté de travailler sur un projet qui n'est pas facile, parce que vous modifiez les droits des propriétaires, et c'est jamais facile de modifier le droit de propriétaire, y compris lorsqu'il s'agit de droits d'autrui. Et donc, je crois que ce projet sert les intérêts bien compris de la commune. Le syndic Alain Beauvais l'a parfaitement expliqué, une commune qui va
s'agrandir, si je suis bien au courant, dans une zone qui est voisine de la zone de Merck, juste en face, et qui connaît aussi un développement extrêmement important en termes d'investissement et de création de places de travail, dans le secteur de la pharma. Dieu sait si aujourd'hui, dans la crise sanitaire que l'on traverse, nous devons investir dans ce secteur-là. Et puis, la municipalité a accepté de travailler sur ce projet en étroite association avec les 3 départements de l'administration cantonale. Ça démontre l'importance cantonale du projet qui vous est aujourd'hui proposé. Je crois vraiment que c'est un projet équilibré qui marie les intérêts économiques, les intérêts sociaux et les intérêts environnementaux. C'est un projet qui mérite assurément que vous l'étudiez, que vous regardiez les avantages que cela présente pour l'ensemble de notre communauté et qu'il puisse voir le jour très rapidement. Et que l'Avers ne soit pas seulement un endroit mythique pour les amateurs de football, mais également un endroit mythique pour celles et ceux qui travaillent au quotidien. Je vous remercie. Merci, Monsieur Lebas. La parole maintenant à Madame Christelle Luisier-Brodard, chef du département des institutions et du territoire, pour nous donner son point de vue sur ce projet. Merci beaucoup, cher Philippe, cher Alain, mesdames et messieurs, en vos titres et fonctions, mesdames et messieurs. Tout d'abord, merci de votre invitation. Effectivement, pour moi, la dernière fois que je suis venue ici, c'était à l'occasion d'un mariage communal entre communes et pour une fusion qui a largement fait parler d'elle. Et puis, c'est toujours un plaisir de revenir et surtout en cette soirée pour marquer une étape importante, cette mise à l'enquête d'un projet d'envergure régionale, d'envergure cantonale. Un gros motif de satisfaction pour nous aujourd'hui, c'est de voir ce soir la présence de tous les acteurs de ce projet. Les autorités cantonales, représentées par les 2 départements concernés au premier chef, avec mon collègue Philippe Lebas, que je salue, et les autorités communales, la promotion économique et les mandataires. Tout ceci incarne l'investissement de toutes et tous pour mener à bien ce projet. Et je dois dire que cette méthode qui consiste à fédérer autour d'un objectif, eh bien, c'est celle qui est la plus efficace. Le site sur lequel nous nous trouvons, il est stratégique à plusieurs titres. Il est stratégique pour le développement de la région. Il s'inscrit dans la politique cantonale des pôles de développement ainsi que dans le plan directeur cantonal. Il est aussi un site stratégique du projet d'agglomération Rivelac. Alors tout ceci peut paraître bien technique, mais au-delà de ces éléments, surtout, il correspond à un besoin avéré pour Saint-Légier, pour sa population et bien au-delà. À l'heure où nous avons tous le nez dans le guidon Covid, ça fait du bien, il est même nécessaire de nous projeter au-delà de la crise sanitaire, au-delà de la crise économique et de voir qu'ici, il y a un potentiel de plus de 500 emplois à terme et en majorité dans le secteur de l'artisanat et de la production. Ça a été dit, c'est absolument indispensable pour la diversification de notre tissu économique. C'est un objectif prioritaire du Conseil d'État et on peut ici travailler main dans la main entre l'économie et l'aménagement du territoire pour que cet objectif puisse être concrétisé. C'est une des raisons pour lesquelles je souhaite que mes services accompagnent sa réalisation de manière attentive. En effet, nous le savons, dans ce type de projet, la coordination entre les autorités locales et cantonales est primordiale. Le moment que nous vivons aujourd'hui, c'est un moment qui est possible parce que nous avons face à nous le résultat d'un travail de longue haleine. On a évoqué la séance de 2016, M. Lebas était présent, ma prédécesseure, Mme De Quattro, l'était déjà aussi, et cette séance réunissait les acteurs économiques de la région, les municipalités et les propriétaires fonciers. Par la suite, une étude consacrée à la programmation et aux actions de planification a permis de lancer le projet. Ce dernier a suivi son cours pour que nous puissions aujourd'hui tenir cette séance d'information à l'ouverture de l'enquête publique. Ce petit rappel historique, il me paraît important parce qu'il permet de souligner l'investissement du canton avec un partenariat entre les départements concernés ainsi qu'avec les acteurs locaux du projet. Il permet aussi de montrer que ce projet s'inscrit dans une vision générale d'un développement pour notre canton. Un développement économique, bien entendu, mais un développement durable, puisqu'il se fait de telle manière qu'il permet une utilisation rationnelle du sol, conforme aux attentes de la population.
Ça a été évoqué tout à l'heure et cela ne me semble pas anodin de le souligner car cela incarne de nouveaux paramètres auxquels nous devons être attentifs, tant pour la création de logements que pour celle d'emplois. En effet, si nous ne voulons pas que nos citoyens cèdent aux sirènes de la décroissance, parce que la décroissance, c'est la récession, c'est aussi la perte d'emploi, il faut aussi s'accorder sur la nécessité d'avoir un développement maîtrisé, un développement qualitatif. Et ce projet, il s'inscrit dans ce nouveau paradigme en alliant développement et durabilité, et je crois que c'est une bonne chose. J'aimerais juste ici donner quelques atouts de ce projet par rapport à ce changement de paradigme. Une utilisation rationnelle du sol qui prend en compte notamment la topographie, la disposition des constructions qui est perpendiculaire à la pente, une grande zone de verdure qui est prévue pour offrir un cadre de vie qualitatif aux personnes qui seront présentes sur le site, ou encore une mobilité réfléchie, notamment en termes de mobilité douce. Mesdames et messieurs, vous connaissez bien cet adage, là où il y a une volonté, il y a un chemin, mais vous le savez aussi, il est parfois compliqué de conjuguer tous les enjeux, l'aménagement du territoire, les infrastructures, la mobilité, l'intégration environnementale. Ce n'est pas une mince affaire, le chemin, il est parfois caillouteux, je me réjouis donc que l'on ait pu ici s'engager sur la bonne voie, ensemble, et nous pourrons ainsi arriver à bon port. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup, Madame Nuisier-Brodard. Un chemin caillouteux juste à côté de l'autoroute, c'est quand même assez étonnant. Monsieur Dominique Epp, vous êtes conseiller municipal en charge de l'aménagement du territoire et c'est vous qui nous présentez un peu la démarche globale de ce projet. Tout à fait. Merci, Monsieur Held. Le plan d'affectation de la Verderaie a nécessité, vous l'aurez compris, l'atteinte d'un consensus entre la commune territoriale, les propriétaires et les services cantonaux. À rappeler qu'un plan d'affectation... j'enlève... Donc, sur ordre du Conseil d'État, j'enlève mon masque. À rappeler qu'un plan d'affectation définit des possibilités de construire, mais ce n'est pas un projet architectural, ce qui explique aussi que vous ne verrez pas aujourd'hui de maquette. Les objets de l'enquête sont listés ici, donc le plan d'affectation d'une part, son rapport d'impact sur l'environnement, la délimitation de l'aire forestière ainsi que le projet routier du réaménagement de la route de la Verde en haut. Tous ces projets, tous ces éléments vous seront présentés tout à l'heure par les spécialistes chargés de leur élaboration. Dans mon intervention, je souhaite mettre en avant 3 enjeux majeurs de ce plan auxquels se sont associés propriétaires, cantons et communes. Un premier enjeu est l'usage optimal du sol. Nous avons ici un site situé entre autoroute et route cantonale, aujourd'hui coloqué en zone de villa, qui est peu propice à l'habitat. Il est donc réaffecté en parc d'activités, mais pourquoi un parc ? Pour favoriser la mise à disposition de locaux modulables et limiter le morcellement de parcelles avec des constructions qui pourraient être disparates. Les activités admissibles sont définies de manière à être complémentaires à celles des zones d'activité environnantes, en privilégiant la création d'emplois dans la production notamment, comme cela a été dit tout à l'heure. Un organe de gestion veillera au respect de l'esprit qui nous a guidés tout au long de l'élaboration de ce plan. Pour terminer, le tennis, qui aujourd'hui est coloqué en zone industrielle, sera pérennisé par sa réaffectation en zone d'utilité publique et sportive. Un deuxième enjeu important est l'intégration paysagère. Ce site est riche en atouts paysagers qu'il s'agit de mettre en valeur. Un rapport de plus de 100 pages mesure l'impact sur l'environnement sous de multiples facettes, que ce soit mobilité, paysage, bruit routier, pollution, évacuation des eaux, patrimoine naturel et j'en passe. La lisière forestière sera complétée d'une large zone de verdure ouverte au public avec des cheminements agrémentés de placettes ou de places de jeu. Le caractère paysager du site se verra en plus renforcé par la plantation d'arbres de grande taille. Et, fait exceptionnel tout de même dans le cadre de la création d'une zone d'activité, la portion inconstructible du site sera plus que doublée par rapport aux 9 800 m² actuels.
pas moins d'un tiers de la surface, donc 22 000 m², seront attribués à la zone viticole ou la zone de verdure. De plus, les toits des constructions seront plats et végétalisés. Le troisième enjeu, et non des moindres, est celui de la mobilité, vous vous en doutez. C'est un aspect auquel la municipalité a attaché une attention toute particulière. Un plan de mobilité de site constitue ainsi une exigence fondamentale. Toute une palette de mesures rend ce site accessible sans voiture, que ce soit en bus, en train, en vélo ou à pied. Je cite quelques exemples. La ligne de 115, donc la ligne de bus, sera rendue plus attractive par l'emplacement des arrêts, par une cadence plus prononcée. La future halte MVR Vevey-Vigneron sera atteignable à 12 minutes à pied. Des voies de mobilité douce seront créées sur tout le pourtour et à l'intérieur de la zone. Et pour terminer, les parcs à vélo seront localisés à proximité immédiate des entrées des bâtiments. Quant aux places de parc pour les voitures, elles sont dimensionnées de manière très restrictive, à raison de 0,66 places par employé, et les quelques 65 places du tennis, qui sont déjà existantes donc, ont également été prises en compte. De plus, ces places seront à usage multiple, que ce soit la journée ou la nuit. Ce parking sera construit par étapes, en phase avec l'octroi des permis de construire. Une première partie sera en air libre, suivie d'un silo multi-étages. Et les places seront attribuées selon des critères stricts fixés par le plan de mobilité de site. Et pourquoi sous gestion communale ? Eh bien, tout simplement parce que c'est le seul moyen efficace de garantir le respect du plan de mobilité de site. J'en termine avec la suite de la procédure. Donc, comme cela a été dit d'entrée par M. Held, l'enquête a lieu jusqu'au 26 avril 2021. Et si tout va bien, ce plan d'affectation pourrait être approuvé par le département, donc par Mme Luisier-Brodard, en mai 2022. Si ce calendrier est tenu, un premier permis de construire pourrait être ainsi délivré à mi-2023 pour accueillir les premières entreprises en début 2025. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Epp. Nous passons maintenant à la présentation de ce plan de façon encore un peu plus détaillée avec Madame Danielle Dupuis. Vous êtes urbaniste et architecte chez Fischer, Montavon et Associés. Merci. Vous avez eu l'occasion maintenant d'avoir une idée plus claire sur les raisons, les objectifs, les enjeux stratégiques qui sont à l'origine en fait, du développement de ce nouveau quartier destiné à des entreprises. Moi, de manière plus concrète, je vais essayer de vous présenter en fait, comment le plan d'affectation va permettre en fait, la réalisation de ce projet-là, non seulement pour accueillir donc, des entreprises et des emplois, mais également dans la perspective en fait, d'assurer en fait, un développement du point de vue environnemental et paysager, ça a été donc évoqué, cette grande qualité, également dans un environnement diversifié. Du point de vue de la procédure, vous l'avez constaté, il y a énormément, enfin c'est un projet qui était très complexe et qui a nécessité pas mal de démarches qui ont été coordonnées tout au long en fait, de la procédure. Je ne rappelle pas ces différentes démarches et je vais plus directement en fait, dans le vif du sujet du plan d'affectation. Vous le voyez donc, je vais juste peut-être profiter du pointeur. Vous le voyez ici, on a donc un site qui est particulièrement bien délimité avec la commune de Vevey à l'ouest, l'autoroute au nord et ainsi la route de Rio-Gredon donc, à l'est. Et donc ça délimite de manière assez précise en fait, le périmètre d'étude du plan d'affectation. Du point de vue, je dirais, des qualités paysagères, on constate qu'on est ici sur un plateau légèrement pentu qui offre en fait, des ouvertures et des vues intéressantes sur l'ensemble en fait, de la campagne voisine, mais également des vues beaucoup plus lointaines, avec des vues sur les montagnes et sur le lac. Et évidemment, ça, ce sont des caractéristiques, des spécificités du lieu qui nous a paru intéressantes en fait, à considérer pour la suite du projet.
Donc vous le voyez ici, c'est différentes, une appréciation en fait, schématique au fond de ces qualités paysagères qu'on va retrouver tout au long en fait, du processus et du projet. Les principes d'aménagement qui ont été retenus, c'est le maintien justement, comme on le voit ici, de ces percées visuelles à la fois transversales, donc à travers ce site, mais également en direction des montagnes ou du lac. Et donc, au niveau du schéma ici d'organisation du plan, on retrouve ici cette volonté d'avoir en fait des transparences entre les différents bâtiments qui accueilleront les différentes entreprises. Il s'agit donc aussi de profiter de ce projet pour renforcer en fait les qualités du cadre de vie de manière à le rendre attractif, non seulement pour les entreprises et leurs employés, mais pour les visiteurs et pour l'environnement. On a également profité de mettre en place en fait des cheminements de mobilité douce, donc piétons et cyclistes, de manière latéralisée par rapport au site. Et donc ces cheminements seront donc intéressants non seulement pour les usagers du quartier, mais également pour les usagers venant de l'extérieur. Différentes mesures paysagères sont donc préconisées au niveau du plan, vous les verrez plus détaillées par la suite. Et peut-être je terminerai ici avec le niveau du schéma en montrant qu'on a donc utilisé la présence en fait, de la forêt ici pour latéraliser en fait, l'accès interne au site et travailler sous forme un peu de peigne. Donc on a une route de desserte qui va permettre d'alimenter en fait, les accès aux différentes aires de construction. Donc l'objectif du plan d'affectation, il est multiple, il est complexe. Alors, il s'agit bien évidemment d'accueillir, de permettre l'accueil d'entreprises pour soutenir le développement économique régional dans le secteur secondaire, mais il s'agit aussi de définir une identité forte. Là, on est peut-être dans un élément très particulier par rapport à l'approche qu'on a habituellement d'un quartier destiné au fait à des activités économiques. Donc, définir une identité forte par la qualité et la cohérence des bâtiments, des aménagements et des infrastructures collectives. Il s'agit aussi de créer un cadre de vie attractif par des mesures paysagères et environnementales et de viser la promotion de la mobilité douce à l'interne du quartier, mais également en connexion avec le voisinage. Et alors, pour faire ceci, le plan d'affectation propose en fait la mise en place de 7 zones d'affectation, 7 zones qui sont toutes différentes mais qui sont complémentaires. Avec, ici en violet, vous avez la zone qui est vraiment destinée aux activités économiques. Ici, donc, ça a été évoqué, donc c'est le secteur des tennis qui sera confirmé avec une zone donc, affectée à des besoins publics. Ces différentes zones de verdure ici, qui sont des ceintures qui viennent permettre en fait l'insertion de ce nouveau quartier dans son environnement. Et puis la zone viticole ici qui est protégée. Et également, donc, on a une petite partie d'aire forestière en fait, qui est également comprise en fait, dans le périmètre du site. Bien évidemment, vous avez là une vision, la vision que je vous ai présentée, c'est une vision un peu rude, un peu abstraite en fait, des choses. Et nous, dans le cadre de notre pratique, quand on définit en fait, des prescriptions, on s'appuie toujours aussi sur une vision quand même d'une occupation possible du site. Et c'est ce que vous avez ici sous les yeux, c'est un potentiel d'occupation du site. Qu'est-ce qu'on peut lire ici sur ce plan? C'est qu'on a effectivement privilégié donc, des aires de construction assez profondes qui permettent d'accueillir des activités, enfin des entreprises de diverses natures, qui sont donc séparées chaque fois par des cours assez généreuses aussi, qui font 30 mètres de large. Et à chaque fois, on retrouve effectivement ces éléments en fait, d'aménagement plus paysagers et qui viennent en fait, accompagner la construction en fait, du site. Au niveau de l'affectation, c'est 45 000 m² de surface brute de plancher ou une volumétrie de 242 000 m3. On a volontairement choisi en fait, 2 critères de manière justement à pouvoir répondre à des besoins très diversifiés en termes d'entreprise. 80% de ces surfaces sont destinées à des activités de type artisanal ou industriel
Et seulement 20% sont destinés à des activités de type complémentaire, c'est-à-dire plutôt commerciales ou tertiaires. Donc, nous avons des aires de construction qui sont continues, qui sont profondes. La pente, ça a été évoqué, hein, la pente du terrain nous permet de manière intelligente de profiter pour créer en fait deux niveaux accessibles directement depuis l'extérieur. Donc on aura un ré inférieur et un ré supérieur. Et puis on constate aussi ici qu'on a une situation très particulière puisqu'on est au bout du site avec une ouverture justement sur le grand paysage et qui permet de définir ici un secteur un peu particulier avec un bâtiment phare. Au niveau des aménagements, vous le voyez hein, sur le plan ici, on a quand même une arborisation relativement importante qui est prévue, enfin qui est envisagée. On a du stationnement ici qui est prévu avec aussi pour être arboré et pour permettre ainsi de limiter l'impact dans le territoire. Les promenades ici paysagères, hein, ces cheminements qui sont donc conçus comme des vraies promenades et qui sont hors en fait, du circuit de la desserte en fait, des voitures, de manière à bien sécuriser et à apporter cette qualité. Et puis aussi au niveau des aménagements extérieurs, la création de ce belvédère au sud. Donc voilà pour un peu une image, je dirais peut-être un peu plus sympathique que simplement des zones. Si je reviens maintenant vraiment à la définition des différentes zones, qu'on comprenne bien quels sont les plans qui sont présentés à l'enquête publique. Donc vous avez 3 aires de construction avec des tailles différentes. Pour chaque aire correspond donc une surface brute de plancher ou un volume constructible donc, qui est adéquat par rapport à ces surfaces-là. Chacune de ces aires est définie par une altitude maximale. Donc on a volontairement aussi renoncé à fixer des nombres d'étages de manière à garder cette souplesse pour l'accueil des entreprises. Et puis aussi, voilà, ce qui est important à dire aussi, c'est qu'on a la volonté d'avoir des constructions de type contigu, de manière à donc exploiter au mieux le territoire et les espaces qui sont dévolus aux constructions. Rappelez aussi que ces aires de construction, les bâtiments devront bien être mis dans ces aires-là et ne pourront pas être implantés ailleurs. On le voit ici, donc en complément avec les aires de construction, on a les aires de cours qui viennent ici apporter justement un complément aussi au niveau du fonctionnement même des entreprises et du quartier, en permettant justement de la logistique, du stationnement des véhicules utilitaires ou du stockage. Et on voit ici qu'on a un secteur particulier dans la partie centrale qui a pour but de maintenir et de garantir en fait, la possibilité d'accès en fait, aux différents bâtiments, aux différents camions, enfin à toute heure du jour et de la nuit. Donc c'est ce secteur de dégagement. On le constate ici, il y a un petit secteur un peu particulier, puisqu'en fait, on a aussi eu une coordination avec l'OFROU, avec l'Office fédéral des routes, de manière à permettre l'implantation d'infrastructures liées à l'entretien des routes, des autoroutes. Et donc ici, il y a un secteur qui permettra l'accueil de silos à sel si cela devait, enfin, voilà, si ça devait se faire en fait. Finalement, on a donc cette partie centrale qui est le cœur et qui est donc le cœur construit avec justement tous ces éléments de zones en périphérie et qui permettent justement d'apporter et de compléter en fait la dimension environnementale au niveau en fait de ce site. Donc on est vraiment dans un site très particulier où on a à la fois tenu compte des besoins de l'économie mais également tenu compte des besoins de l'environnement. Ces secteurs de zones de verdure sont bien sûr inconstructibles. L'objectif, c'est d'avoir plutôt des développements d'aménagement plutôt liés à un aménagement extensif avec des plantations indigènes et puis aussi de profiter de ces secteurs-là pour résoudre les problèmes d'infiltration des eaux. La zone viticole, qu'on le voit ici, l'aire forestière et cette zone de verdure B sont inconstructibles et sont donc prévues afin de maintenir en fait, les qualités intrinsèques de ces différents secteurs. Je terminerai avec les autres zones, parce qu'évidemment, là, j'ai défini, en fait, j'ai présenté la zone de construction, la zone de cours, mais évidemment, il est nécessaire aussi d'avoir des zones de desserte pour assurer
la circulation, pour assurer l'accessibilité à ces différentes cours. Donc vous avez ici le chemin de la Vert d'en haut qui est donc affecté en zone de desserte et les accès aux différentes cours qui vont se faire par cette route latéralisée. Et donc on aura depuis le chemin de la Verderaie un seul accès pour le nouveau quartier économique. Et puis bien sûr, il y aura un accès ici pour le secteur du tennis. Au niveau du stationnement, ça a été évoqué. Donc la volonté, c'est de libérer les cours du stationnement des employés et de centraliser en fait cette infrastructure dans un lieu adéquat. Dans le cas présent, c'est ici au nord du site qu'il est prévu donc un secteur de stationnement centralisé. Et dans ce secteur-là pourront être accueillis à la fois les véhicules des employés, mais également les véhicules des visiteurs. En complément, il y a aussi la possibilité d'avoir donc du stationnement pour les visiteurs ici au sud du chemin de la Vert d'en haut, mais également sous le secteur de l'aire de construction C, qui est quand même assez éloigné de ce lieu ici qui est prévu. Et donc dans l'aire de construction C, il sera possible d'avoir également du stationnement au sous-sol pour les visiteurs et pour les employés. Et puis je terminerai ici, comme l'a dit M. Epp, effectivement le secteur affecté à des besoins publics qui permet de pérenniser en fait la présence du tennis. Ici, au niveau de la réglementation, on est resté volontairement assez peu contraignant pour garder en fait des possibilités d'évolution future. Voilà. Merci beaucoup, Madame Dupuis. Je rappelle, j'imagine que les interventions de M. Epp et de Madame Dupuis ont dû susciter un certain nombre de questions de votre côté. Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler par WhatsApp au 078 218 93 15, 078 218 93 15. Et je passe maintenant la parole à M. Lové. Vous êtes spécialiste mobilité du groupement mandataire CITEC et vous allez nous proposer effectivement le volet mobilité de ce projet. Voilà, je vais vous présenter les résultats du volet mobilité de l'étude d'impact en lien avec le projet. Tout d'abord, au niveau du contexte, peut-être la première chose qui vient en tête lorsqu'on pense à la localisation du site, c'est la proximité de l'autoroute, puisque la jonction de Vevey est à moins d'un kilomètre, mais en fait, on oublie que le site est aussi au bénéfice d'une bonne desserte en transport public, puisqu'on a, on l'a évoqué tout à l'heure, cette ligne 215, la ligne de bus 215 qui le traverse directement en son cœur, ligne 215 qui relie Vevey à Saint-Légier avec une cadence à 20 minutes en heure de pointe. Mais on a aussi le train qui n'est pas très loin, la ligne MVR avec la halte Gilamont qui sera prochainement remplacée par la halte Vigneron qui est à moins d'un kilomètre aussi, soit moins d'un quart d'heure à pied. Le réseau routier, c'est clair qu'il est bien chargé. Il y a 25 000 véhicules jour sur le Rio Gredon. Globalement, il fonctionne bien, mais en heure de pointe et en hyperpointe notamment, certains carrefours et les giratoires en fait qui jalonnent la route du Rio Gredon approchent de la saturation, sont en limite de saturation, ce qui crée des remontées de files d'attente déjà aujourd'hui. Remontées de files qui sont globalement dynamiques et puis qui ne génèrent pas de grandes pertes de temps pour le moment. Enfin, au niveau des mobilités douces, c'est clair que la situation du site, un peu excentrée avec la topographie aussi, peut laisser penser qu'il n'est pas propice à la pratique des mobilités actives, de la marche à pied et du vélo. Pourtant, les centres de Saint-Légier sont à moins de 3 km, 2 km et demi, le centre de Saint-Légier et de Vevey, et c'est un bon quart d'heure à vélo à assistance électrique, disons, pour le commun des mortels et ceux qui sont les moins grimpeurs ou les moins sportifs d'entre nous. Pour ce qui est du projet maintenant de parc d'activités, le stationnement, on l'a aussi évoqué, il a été réduit par rapport au dimensionnement de base selon les normes, il a été réduit de 30%. Il est plafonné sur le site à un maximum 437 places, précisément, pour le parc d'activités, pour les employés et les visiteurs du parc d'activités. Ça fait, selon les projections d'emploi sur le site, ça fait quelque chose comme 2 places, environ 2 places pour 3 emplois. Ça a été évoqué aussi par M. Epp tout à l'heure. Le stationnement, il sera regroupé dans différents parkings, dans 5 poches de parking, dont un silo
centralisé, qui permet une certaine évolutivité, une modularité de l'offre. C'est intéressant, ça permet vraiment de suivre au plus fin les besoins, l'augmentation des besoins en stationnement progressivement dans le temps. Le stationnement des 2 roues, il a été dimensionné aussi de manière très généreuse. Il y a une bonne 50aine de places pour les 2 roues motorisées. Il y a plus de 130 places pour les vélos qui sont prévues à proximité immédiate des entrées des futurs bâtiments. Et puis ce parc d'activités va générer environ 1300 mouvements de voitures par jour selon les prévisions qui sont faites aujourd'hui. Ces 1300 véhicules, c'est à peu près 30% de trafic en plus sur le chemin de la Vert d'en haut, donc c'est une augmentation sensible sur le chemin de la Vert d'en haut. Par contre, sur le Rio Gredon, j'évoquais les 25 000 véhicules tout à l'heure, comme ces 1300 se répartissent dans les 2 directions, nord-sud, c'est une augmentation qui peut être qualifiée de relativement négligeable, de l'ordre de 2 à 3% sur le Rio Gredon. Donc l'impact du projet sur la saturation des giratoires et des carrefours sur le Rio Gredon est quasiment négligeable. Et puis je terminerai avec ce slide-là, les mesures d'accompagnement. Il y a toute une série de mesures, ça a déjà été évoqué aussi par M. Epp tout à l'heure. Il y a toute une série de mesures d'accompagnement qui sont mises en place pour tendre vers une mobilité plus durable, pour accompagner aussi le changement. Il y a des mesures en faveur des transports publics qui sont prévues à proximité du site. Il y a un projet de requalification de la route du Rio Gredon avec l'insertion de sites propres bus dans les 2 sens qui permettront aux bus de progresser de manière tout à fait satisfaisante sur cet axe principal. Il y a les cadences du train MVR qui devraient être renforcées à l'avenir, devraient passer au quart d'heure en heure de pointe. Et puis on a aussi, et ça sera évoqué tout à l'heure par mon collègue, le déplacement de l'arrêt plateau de la Vert, l'arrêt dans le sens descendant qui sera remonté et repositionné en face de l'autre arrêt sur le chemin de la Vert d'en haut et à proximité du futur parc d'activités. Pour les mobilités douces, il y a en lien toujours avec cette requalification de la route du Rio Gredon, une sécurisation des cycles, des vélos, dans le sens de la montée, avec l'aménagement de trottoirs mixtes piétons-vélos partagés, donc la possibilité pour les vélos d'être séparés physiquement du trafic. Et puis, ça a aussi été évoqué par Mme Dupuis tout à l'heure, toute une série de cheminements piétons qui seront aménagés sur le site, qui permettront notamment de relier de manière tout à fait agréable et confortable la future halte des vignerons située au sud du site. Au niveau de gestion des circulations, le chemin de la Vert d'en haut sera intégralement limité à 50. Aujourd'hui, la limitation à 50 est positionnée à cet endroit, au carrefour avec le chemin du Chapon. L'idée, c'est vraiment d'avoir une limitation des vitesses sur l'ensemble du chemin de la Vert d'en haut à l'avenir. Et puis, on a aussi quelques projets de modération de trafic sur la route du Fenil pour éviter l'utilisation de cette route et des réflexions en cours au niveau, avec l'OFRO aussi, avec la Confédération, de réintégration d'un giratoire à la sortie de l'autoroute ici à Vevey pour permettre aux usagers qui veulent tourner à gauche de directement le faire et de soulager du coup le giratoire du Genévrier. Voilà, j'en ai terminé pour la mobilité. Merci, Monsieur Lovay. On va terminer ce tour de table des spécialistes avec Frédéric Gay pour le projet routier du chemin de la Vert d'en haut, donc le chemin qui mène au tennis aujourd'hui. Il y aura des rénovations, vous allez revoir un peu tout ça. Tout à fait, merci beaucoup. Donc je termine les présentations techniques avec la description des quelques aménagements qui sont prévus dans le cadre du réaménagement de cette route. Donc, de manière générale, le projet de réaménagement qui fait l'objet de la présente procédure correspond au tronçon qui est situé finalement dans le périmètre du plan d'affectation, c'est-à-dire entre le giratoire de Rio Gredon et le passage inférieur sous l'autoroute. Contrairement aussi, ce qu'on peut préciser, c'est qu'il s'agit le projet qui est mis à l'enquête est un projet de détail, un projet routier. Contrairement au plan d'affectation qui a une ligne directrice et qui fixe les principes d'aménagement, le projet qui a mis à l'enquête au niveau des réaménagements routiers est un projet de détail et un projet définitif. Donc on distingue 2 secteurs sur ce tronçon.
Donc sur le premier tronçon nord, finalement, qui se situe au sud du passage sous l'autoroute, sur ce tronçon, il s'agira finalement exclusivement de prolonger le trottoir existant. Donc le trottoir existant côté Vevey, côté Forêt, qui s'interrompt à peu près à mi-chemin du tronçon. Donc ce trottoir sera prolongé jusque sous l'autoroute, où il y a aussi déjà un trottoir qui existe. Et puis de fait, les stationnements qui sont situés à cet endroit, qui sont des stationnements exploités par les camions, pour déposer des remorques, sera déplacé, comme je le présenterai juste après, sur le secteur sud, sur le tronçon sud de la route. Et puis finalement, la deuxième intervention qui aura lieu sur ce tronçon-là, c'est le marquage d'une bande cyclable sur la chaussée montante. Sur ce tronçon, il n'y a pas d'intervention sur la géométrie de la route qui conserve sa largeur actuelle, qui est de 6 mètres de large. Sur le tronçon sud, donc sur le premier tronçon quand on arrive du gératoire de Riault-Gredon, un peu plus d'intervention, un peu plus d'aménagement. Donc la première mesure vise à élargir la chaussée pour permettre la mise en place de 2 bandes cyclables d'1,50 m de large. Donc la chaussée globale sera élargie à 8 mètres pour une largeur actuelle d'environ 6 mètres. Le trottoir existant au sud sera reconstitué, donc il sera refait le long de la chaussée descendante, sur tout le tronçon, pour garantir la liaison, pour remettre en place et garantir la liaison piétonne sur l'ensemble du site. Et puis on aura aussi un trottoir qui fera aussi office en partie de quai pour les transports publics sur la ligne 215, qui sera aménagé juste ici au nord, au droit finalement des arrêts de bus. Comme je l'ai évoqué avant, on aura la réaffectation sur ce secteur des stationnements pour camions. Donc c'est les 2 petites zones qu'on voit en bleu sur le plan. Donc finalement, il a paru essentiel de conserver cette possibilité de pouvoir stationner temporairement des camions ou des remorques pour les camionneurs qui doivent les déposer les remorques pour pouvoir ensuite accéder plus facilement en ville. Comme ça a été déjà évoqué, l'arrêt de bus de la ligne 215, qui est actuellement situé sur la route du Riault-Gredon, sera remonté sur la route de la Verdeyrais et il sera situé finalement en face de l'arrêt actuel pour des questions d'optimisation, avec à cet endroit aussi l'aménagement d'un passage piéton pour garantir les accès non seulement au site, mais aussi garantir la sécurité des arrêts de bus. Et puis une seconde traversée piétonne sera aménagée sur la partie centrale, ici pour garantir la liaison entre le périmètre sud du plan d'affectation, périmètre d'activité, et la zone de stationnement située au nord de la route, bien évidemment. On a encore quelques mesures additionnelles. La limitation de vitesse à 50 km/h, qui est actuellement située à peu près au milieu du tronçon, au niveau du chemin du Chapon, sera appliquée sur l'ensemble du secteur, donc dès le giratoire de Riault-Gredon. Et puis, finalement, ce qu'on peut aussi évoquer, c'est que les réaménagements prévus amélioreront les conditions de visibilité et de circulation dans ce virage-là, qui actuellement sont pas forcément idéales. Et puis, finalement, on peut aussi évoquer qu'un éclairage public sera mis en place, en coordination, bien évidemment, avec les aménagements prévus dans le cadre du plan d'affectation. Merci pour votre attention. Donc, Monsieur Gay, si je vous entends bien, tout ce que vous nous avez dit est mis à l'enquête. Et donc, il n'est pas vraiment intégré dans le plan d'affectation, il y est, mais c'est à l'enquête. Et si c'est accepté, si c'est approuvé, à ce moment-là, ça entrera en vigueur. Tous ces aspects-là. Ouais, exactement, ouais, tout à fait. Merci beaucoup. Ce projet, 500 emplois, c'est pas rien, notamment pour la promotion économique de la région Riviera et Lavaux. Alors, Monsieur Bernard Schmitt, les enjeux pour vous de ce vaste projet?
Merci Monsieur Held. Oui, vous l'avez dit, ça a été évoqué plusieurs fois déjà, mais au terme de ces présentations techniques, l'idée c'était de remettre un petit peu dans le contexte ce projet, le contexte économique de la région en premier lieu, avec du point de vue des entreprises, des enjeux majeurs auxquels on répond, la pénurie de surface d'activité qui caractérise malheureusement cette région, qui induit une délocalisation, concrètement des entreprises qui doivent aller se développer ailleurs. C'est doublement dommageable puisque par définition, une entreprise qui a besoin de surface est une entreprise qui est en croissance et donc une entreprise qui crée des emplois. Aujourd'hui, c'est des emplois qui sont perdus pour la région. Ça induit aussi ce manque de place quelque part, une difficulté pour accueillir de nouvelles entreprises. Il y a de très belles énergies dans cette région, il y a des entrepreneurs, il y a des jeunes qui ont envie de créer. Aujourd'hui, c'est pratiquement illusoire vu l'offre de terrain dont nous disposons. On peut aussi évoquer du point de vue des entreprises l'impact de la distance, qui est un impact économique naturellement, quelle que soit la prestation qu'on délivre, aussi un impact écologique. Une entreprise aujourd'hui soucieuse de son empreinte carbone est également soucieuse d'être au plus proche de ses clients. Et puis enfin, il y a un enjeu de voisinage pour de nombreuses entreprises. Historiquement, les zones industrielles, les zones d'activité se sont développées dans les villes. Il en reste encore quelques résidus, mais on voit que c'est toujours plus compliqué à faire cohabiter et qu'en ce sens-là, ces enjeux prêchent également pour des sites modernes, tels que celui du parc d'activité de la Riviera. Il y a également des enjeux plus larges, des enjeux sociétaux, toujours liés à l'activité économique, mais finalement, ce qu'on veut absolument éviter, c'est une résidentialisation de cette région. On a évoqué les nombreux pendulaires, c'est un enjeu en termes de qualité de vie, c'est encore une fois un enjeu en termes écologiques également. Ce parc permet également de répondre à un certain déséquilibre sectoriel dans l'offre d'emploi. La population de notre région a cru de manière importante ces 20 dernières années. Heureusement, des emplois ont également été créés, mais principalement dans le domaine tertiaire. Il faut s'en réjouir, mais ce parc permettra quelque part de rééquilibrer un petit peu cette offre avec des perspectives dans la production et dans l'artisanat. Et puis, on parle souvent de circuits courts. Encore une fois, la proximité avec entre les entreprises et la population. Pour y répondre, on doit encore une fois disposer de terrain. Donc finalement, les lignes directrices qu'on a arrêtées pour ce projet, elles sont au nombre de 3. C'est de développer une zone d'activité qui soit prioritairement destinée à la production et à l'artisanat pour les PME de la région, avec de manière subsidiaire une possibilité quand même de développer une activité tertiaire, mais encore une fois, ce n'est pas le cœur de l'activité, et pas de commerce de détail. C'est un point important qui est aussi en lien à ce parc d'activité. On a souhaité à ce qu'il n'y ait pas de commerce de détail par rapport à l'impact de mobilité que ça représente. Deuxième point, c'est la planification qui intègre dès le départ une projection quant à la satisfaction du besoin des entreprises. Ce n'est pas un plan virtuel. On a questionné des spécialistes, on a travaillé avec eux sur comment répondre aux besoins aussi en termes d'exploitation. Et puis le dernier élément, c'est une mutualisation des infrastructures et des équipements qui permet justement ce bon usage du sol qui a été évoqué à plusieurs reprises. Nos objectifs, ils étaient au nombre de 3. On voulait d'une part une qualité d'usage élevée, donc ce parc d'activité pour les entreprises et où elles puissent concrètement pratiquer leur activité de manière satisfaisante. On voulait une qualité de vie sur le site qui soit satisfaisante et plus. Donc on a procédé non seulement à une valorisation du cadre paysager, en mettant en avant et en protégeant les atouts naturels du site. C'est peu commun pour une zone d'activité, mais c'était un objectif dès le départ. Une mobilité moderne qui répond aux enjeux actuels, c'est également un des objectifs essentiels. Et puis cette qualité urbanistique, on l'a dit, utilisation optimale du sol, mutualisation des infrastructures et intégration, qualité de l'exploitation également. Donc voilà les 3 objectifs clés sur lesquels nous nous sommes penchés dès le départ et auxquels, je crois, le projet développé par les mandataires répond. Merci beaucoup, M. Schmitt. Voilà, nous avons terminé de cette manière le premier tour, le regard général. On va voir un peu quelles sont les questions que vous avez pu nous poser au 078 218 93 15. Des questions par WhatsApp, précisons évidemment, et par écrit. Alors, je vais m'approcher de messieurs Valla et Repetti pour voir un tout petit peu qu'est-ce que vous avez enregistré comme question. Monsieur Repetti, peut-être ? Voilà, donc on a peut-être une première série de questions avec, il y a quelques personnes qui nous demandent en fait pourquoi une zone d'activité à cet endroit-là. Certains nous disent il y avait peut-être l'idée d'un centre régional polysportif dans les années 2000 à cet endroit-là, ou un autre nous demande
si ce n'est pas une zone qui se prêterait à un hôtel avec un grand parc, puisque c'est une région touristique. Et puis, on a peut-être d'autres questions aussi. Prenons déjà cette première question. Qui va nous répondre sur cet aspect-là? C'est un aspect évidemment assez politique comme ça. Peut-être Monsieur Beauvais? Pardon, excusez-moi. On peut aussi enlever le masque depuis ici, c'est bien. Merci beaucoup. Oui, alors bien sûr, la question, elle a le mérite d'être posée, puisqu'en effet, il y a eu des velléités à un moment donné, il y a une vingtaine d'années, de réaliser des terrains de sport à cet endroit. Or, aujourd'hui, on sait pertinemment que l'emploi reste une priorité. Concernant les terrains de sport, on a pu développer ces 20 dernières années sur notre territoire communal déjà un centre de sport avec des terrains à Pradagou. Les villes se sont déjà organisées. La commune de Montreux a acquis des terrains ces dernières années pour développer également le sport sur leur territoire. Et actuellement, d'ailleurs, nous avons participé, les communes de la Riviera, nous avons participé au complexe d'un anneau d'athlétisme et également pour des terrains de sport sur Montreux. Disons qu'il y a une juste répartition qui a depuis 20 ans qui s'est faite sur différents endroits du territoire de la Riviera. Et aujourd'hui, de concentrer des développements de sport sur le plateau de la Verre n'a pas de sens par rapport à la problématique de l'emploi tel que c'était développé ce soir. Et je dirais qu'il y a peut-être encore des possibilités de rendre encore peut-être plus captifs, déjà rien que les terrains du tennis, où j'ai entendu dire que le VV Natation aurait bien vu construire une piscine sous les tennis. Mais ça, c'est une question d'avenir, et ça, je laisserai certainement à d'autres urbanistes développer ce genre de projet. Monsieur Lebas, sur cet aspect-là, on a besoin d'emplacements pour de nouvelles entreprises? Alors, c'est incontestable que nous manquons, dans le canton d'une manière générale, mais singulièrement dans cette région, de terrains dévolus à l'artisanat et à l'industrie. Monsieur Beauvais l'a dit, il doit y avoir une gestion du territoire qui n'est plus seulement communale, mais régionale, si l'on veut éviter du gaspillage et que chacun construise sa piscine sur son petit coin de terrain. C'est ce qui est fait ici, notamment ici, où on voit bien, on a parlé du stade de la Saussa et de la piste d'athlétisme, qui est un projet qui a été commun, fédérateur entre les différentes communes, et en revanche, d'autres communes consacrent des terrains plus appropriés à l'artisanat et à l'industrie. C'est le projet qui est ici, qui est un projet cohérent à l'échelon de l'ensemble de la région. Merci. Madame Luzier-Brodard, sur cet aspect. Oui, effectivement, pour dire que l'échelle régionale est aujourd'hui la norme, à la fois pour les infrastructures économiques, mais effectivement aussi pour les zones d'activité. Et on a parlé tout à l'heure du fait qu'on doit penser sur le plan régional ces zones, et puis avec aussi des organes de gestion. Et ça, c'est vraiment aussi la bonne dynamique de ce projet, c'est d'être à la bonne échelle sur le plan régional. Et pour nous, c'est vraiment un projet qui a aussi valeur d'exemple pour l'ensemble du canton, parce que dans l'ensemble du canton, aussi par rapport aux aspects territoriaux, on est en train de reprendre finalement les diagnostics en termes d'emploi, et puis de modéliser ceci par rapport au territoire pour que l'on puisse garder des territoires qui soient dévolus justement au secteur secondaire. Et typiquement, dans la région lausannoise, on a exactement la même problématique et avec des mêmes enjeux où on a, entre guillemets, bloqué des projets de reconversion sur des logements pour pouvoir maintenir des emplois et en particulier des emplois pour le secondaire. Et donc ça, c'est vraiment une dynamique qui est à l'œuvre dans l'ensemble du territoire. Cet emplacement aujourd'hui est dévolu à la faible densité, à des constructions de faible densité, donc à la villa. La villa, c'est dépassé, c'est plus de mode. Alors effectivement, par ailleurs, j'évoquais tout à l'heure la question de l'utilisation rationnelle du sol. Donc ici, on a plusieurs objectifs liés à l'aménagement du territoire qui sont atteints. On a l'objectif en lien avec l'économie et donc cette volonté de garder des zones pour l'industrie et l'artisanat. Et puis évidemment qu'on répond à un enjeu qui est un enjeu très fort actuellement, qui est un enjeu de densification, de développement vers l'intérieur. Et il est vrai que pour toute nouvelle zone dans ce canton, eh bien, on ne pourrait plus prévoir des zones de type villa, puisque l'idée, c'est bel et bien de pouvoir densifier, mais de manière qualitative, parce qu'on tient à la qualité de vie pour les habitants, et puis donc avec des logements qui sont évidemment avec des taux de densité qui sont plus élevés que ceux d'une zone villa.
Et c'est aussi exigé par la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Exactement, c'est une mise en œuvre de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Et puis, c'est une loi qui a été votée par plus de 60% de la population vaudoise. Et donc, aujourd'hui, on a un plan directeur cotonal qui a été voté par le Parlement et qui donne aussi les outils par rapport à ça. Et on est exactement dans ce système avec ce projet qui permet justement une meilleure utilisation du sol, un projet qui est vraiment cohérent, coordonné avec toutes les thématiques, aménagement du territoire, environnement, mobilité. Et donc, on arrive à boucler la boucle, hein, la quadrature du cercle, hein, je dirais même, par rapport à ce projet. Donc, très concrètement, si quelqu'un arrivait en disant « mais il faut conserver ce projet, cet habitat à faible densité », ça serait plus possible. Alors aujourd'hui, pour les zones qui sont existantes, on peut encore maintenir des zones villas, mais on ne peut plus en créer de nouvelles sur le territoire cotonal. Et effectivement, dans le cadre des modifications de planification territoriale, donc pour les villes et pour toutes les communes, eh bien, au moment où on revoit les planifications, ce sont des éléments qu'il faut évidemment prendre en considération pour voir s'il n'y a pas des possibilités de densification. Merci beaucoup. Monsieur Repetti, Monsieur Vallat, une autre question ? Oui, nous avons quelques questions au sujet de la durabilité, au sujet du réchauffement climatique. Un tel projet en 2021, est-ce qu'on pense bien aux générations futures ? Est-ce qu'on pense aux générations futures ? Madame Dupuis, vous qui avez chapeauté un peu tout le projet, avez-vous eu cette préoccupation de la durabilité ? Alors la durabilité, c'est aussi d'assurer effectivement du travail, des postes d'emploi dans le futur pour nos générations futures. Donc je pense que dans ce sens-là, que le site répond tout à fait à cette problématique. Vous l'avez vu qu'on est dans un site qui est novateur hein, par rapport à la prise en compte justement des enjeux paysagers, des enjeux environnementaux. Donc là aussi, on cherche d'un point de vue du développement durable, du réchauffement climatique, d'apporter des réponses en proposant des plantations d'arbres. On sait à quel point l'arborisation est un élément qui permet de rafraîchir autant que possible l'atmosphère. Je ne l'ai pas précisé, mais on a quand même imposé la plantation d'arbres majeurs dans les cours. C'est quand même quelque chose de très particulier pour ce type d'installation. Donc voilà, donc le projet en lui-même, il apporte des éléments de réponse. Évidemment, ça reste un projet destiné à des entreprises, mais qui se fait dans ce respect-là. Et puis, cela a été aussi évoqué, on a des thématiques liées à la protection, enfin, pas la protection, mais à l'insertion en fait, des eaux pluviales hein, qui permettent, qui doivent être aussi gérées dans le site. Et puis, ces éléments-là, je dirais plus techniques, plus factuels, sont aussi l'occasion d'augmenter en fait la qualité paysagère, la qualité environnementale, par des aménagements de qualité, qui combinent à la fois donc, cette dimension-là, je dirais environnementale, mais aussi qualitative, liée par rapport à la question en fait, du cadre de vie. Donc voilà, il nous semble une juste prise en compte de ces différents enjeux de manière à trouver un bon équilibre en fait, à la fois entre l'accueil d'entreprise, mais un accueil d'entreprise qui soit respectueux. Merci. Nous avons aussi ici Monsieur Bernard Verdon, vous êtes ingénieur spécialiste en environnement. À ce propos-là, effectivement, est-ce que vous pensez que le projet qui est présenté aujourd'hui aurait été le même il y a 10 ans ? Peut-être tout d'abord, je voulais juste compléter les propos de Daniel Dupuis. Je me permets, on se posait la question de la durabilité du projet. Ce qu'on peut relever, c'est qu'une étude énergétique qui a été faite pour déterminer les besoins futurs de ces bâtiments. Et puis la recommandation à laquelle on arrive, c'est de favoriser un raccordement des constructions sur le chauffage à distance de Vevey, qui est le chauffage à distance des taux verts, qui est un chauffage à bois. Là, je pense que c'était un élément en complément aux différents points soulevés jusqu'ici. Est-ce qu'il y a 10 ans, on aurait fait le même projet ? L'affectation du site, je pense, donne une réponse. Le site était affecté en zone villa. Alors, je n'ai pas souvenir, peut-être Daniel Dupuis pourra compléter depuis quand. C'est bien que les temps changent et l'utilisation du sol aussi. Aujourd'hui, on réaffecterait plus ces terrains en zone villa. Donc, il y a 10 ans,
on n'aurait pas forcément fait ce type de projet. On aurait peut-être profité de l'affectation qu'il y avait. Merci beaucoup. Il y a une question qui se pose et que je crois qui est déjà venue un tout petit peu, c'est cette question du parking. Si on parle environnement, 500 places pour un parking pour 500 emplois, est-ce que c'est bien raisonnable? Qui veut? Monsieur Lové. Alors, je l'avais évoqué tout à l'heure, c'est 437 places au maximum, si on veut être bien précis, puis il y a 20% de cette offre qui est destinée aux visiteurs, hein, donc pour réduire encore les places pour les employés. Donc on est sur deux places de parc pour 3 emplois. Ça, c'est la planification aujourd'hui. Rien ne dit qu'à l'avenir, les règles et les normes évoluent et changent aussi au niveau de dimensionnement du stationnement, et puis les permis de construire qui seront déposés à l'avenir sous des nouvelles règles devront s'y contraindre. Donc c'est aujourd'hui un maximum qui est planifié de 437 places, et puis on ne sait pas finalement combien de places seront réellement construites à l'avenir, et en ce sens le projet de silo est très pertinent parce qu'il permet justement cette flexibilité, cette modularité. C'est-à-dire un silo, on a l'impression que c'est un silo, puis on peut rajouter des étages comme ça? Voilà, c'est déjà plus simple de rajouter des étages que dans un parking souterrain, évidemment, et puis on peut réaffecter différemment aussi certains étages, le cas échéant, si c'est anticipé, prévu à la base, et de plus en plus de projets de silos de parking le prévoient justement. Merci beaucoup. Je reviens au 078 218 93 15 pour la prochaine question. Nous avons aussi des questions techniques, plus techniques, très techniques. Est-ce que les toits, par exemple, seront recouverts de panneaux solaires, ou alors est-ce que les places de parc à disposition des camions qui sont le long de la route de la Verde d'en haut, est-ce qu'ils seront conservés ou non? Qui peut répondre? D'abord, les panneaux solaires. Madame Dupuis, avez-vous une idée? Alors, le règlement permet donc, la réalisation de panneaux solaires. De toute façon, aujourd'hui, la loi sur l'énergie impose un quota minimum de panneaux solaires. Après, à charge des entreprises d'aller au-delà en fait, des exigences minimales. Pour ce qui est en fait, du stationnement des camions, donc évidemment, les camions qui sont aujourd'hui stationnés dans la partie montante du chemin de la Verde d'en haut, vont disparaître de manière à permettre le prolongement du trottoir, donc tout le long de la route, donc de faciliter en fait ce cheminement qui connecte en fait le quartier à son voisinage. Et c'est ce qu'a présenté Monsieur Guez. On a déplacer en fait ce stationnement de camions plus au départ en fait, le long en fait du stationnement du secteur du stationnement centralisé, de manière à offrir quand même la possibilité aux camions qui doivent déposer une remorque de repartir et d'éviter justement des trajets inutiles. Donc ça, on a constaté que c'était quand même une demande et un besoin par rapport à ce quartier-là. Donc le stationnement des camions va rester, mais il sera simplement déplacé. Monsieur Guez, est-ce qu'on peut s'attendre à une forte augmentation du trafic le long de cette route, avec quand même 500 emplois? Je transfère la question à Monsieur Lové. Oui. Merci. L'augmentation du trafic, elle sera raisonnée par rapport au trafic qu'il y a déjà sur la route du Rio-Gredon. Puis je pense qu'il faut avoir en tête aussi, on a des objectifs quand même assez ambitieux finalement au niveau des modes de déplacement qui seront utilisés par ces futurs employés qui travailleront sur le site. Il ne faut pas oublier que les objectifs au niveau du report modal, on les a aussi sur la population résidente actuelle et sur les employés actuels, et qu'on espère qu'une partie de ces gens-là changeront leurs habitudes de déplacement, et donc que le trafic sur nos routes, et notamment sur le Rio-Gredon, puisse diminuer aussi à l'avenir. Et ça, pour le moment, nos études ne le prennent pas en compte par souci, disons, de sécurité, en se mettant du côté de la sécurité. Merci. Voilà, on a quelques questions sur un peu les secteurs avoisinants. Donc, il y a des questions sur la déchetterie. Est-ce que la déchetterie communale qui est voisine va être maintenue, ou bien aussi sur les terrains qui sont un peu à proximité, notamment le secteur Préau-Blanc, Migros, vers l'hôtel Chaplin, quel devenir pour ces secteurs-là? Et puis quelqu'un nous parle d'un projet de piscine dans la région, alors je ne sais pas si c'est lié à ces éléments-là. Monsieur Epp,
Qu'en dites-vous de tous ces aspects? La déchetterie d'abord. Oui, alors je peux confirmer que la déchetterie reste à son emplacement actuel. Il n'est pas prévu de la déplacer et l'accès sera tout à fait maintenu. En ce qui concerne la piscine? Alors la piscine, c'est un projet effectivement d'un mécène du quartier, on va dire, qui cherche à développer une piscine, mais on n'est pas tout à fait sûr qui va effectuer l'investissement et puis surtout qui va assurer les frais d'entretien. Ça, c'est une des questions. Et il semblerait que ce projet est un peu arrêté, mais effectivement, c'est quelque chose qui est en discussion, mais alors à un niveau très initial, on va dire. Et puis les autres zones qui sont juste autour, pour le moment non exploitées? Alors, le Préau Blanc, c'est le terrain qui appartient à la Migros. Il n'y a aucun projet qui se fait dessus. Il y a certes une affectation, mais qui est désuète. Donc, de toute manière, on ne pourrait pas réaliser de projet avec l'affectation telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, de toute manière, le propriétaire devrait revoir le plan d'affectation et c'est à ce moment-là qu'on verrait qu'est-ce qu'on y met. Merci beaucoup. On va revenir encore sur une dernière question, peut-être, avant de clore. Oui, alors peut-être quelques questions de nous un petit peu techniques. Apparemment, il y a une zone de verdure qui avait été mise en place en compensation des tennis il y a une vingtaine d'années ou à peu près. Et puis, est-ce que cette zone de verdure, elle est maintenue ou déplacée? Puis également, les questions qui reviennent de trafic au centre du village. Est-ce que finalement, il y a des augmentations de trafic au centre du village? Est-ce qu'il y aura un impact sur la circulation? Un impact sur la circulation à l'intérieur de Saint-Légier et la Chiesa? À l'intérieur du village, on ne l'espère pas. La proximité du village, justement, avec la zone d'activité, permet une utilisation d'autres modes de transport que la voiture. On ne peut évidemment pas l'exclure, mais c'est en tout cas pas à cet endroit qu'on a estimé ou prévu les plus grandes augmentations de trafic. Donc ça restera très raisonnable. Monsieur Beauvais, avez-vous une question, une remarque particulière juste sur cet aspect-là? Par contre, je voulais passer la parole Monsieur. La verdure, donc il y a une question sur une zone de verdure. La zone de verdure, oui, bien sûr, encore. Je vais répondre à cette question, puisque dans la zone précédente, donc dans l'affectation actuelle, il y a effectivement une surface d'à peu près 9800 m² qui est affectée en zone de verdure, mais en bordure de route. Et il nous a semblé que cette affectation-là n'était pas vraiment qualitative, raison pour laquelle nous avons décidé, et je dois le saluer, les propriétaires ont été d'accord pour augmenter la zone de verdure. Donc on passe environ 10 000 m² à 22 000, ce qui est quand même énorme. Donc notamment la vigne, tout cet espace viticole est maintenu alors qu'il se trouve aujourd'hui en zone à bâtir. Donc la vigne est maintenue et puis on passe à 22 000 mètres au lieu de 9 000 mètres carrés. Alors justement en élargissant les espaces devant la lisière forestière et en l'aménageant avec des promenades, des places de jeu pour les enfants. Merci beaucoup. Une toute dernière question. Voilà, on a une dernière question sur la ville de Vevey, puisque un des grands propriétaires est la commune de Vevey, et puis qui demande si elle va s'engager pour soutenir la création de cette zone industrielle, s'engager pour la mobilité douce. Et puis je profite de dire qu'on a aussi des remerciements pour les réponses aux questions qui sont posées sur le WhatsApp. Merci beaucoup. La ville de Vevey est-elle vraiment partie prenante, Monsieur Schmitt? Alors la ville de Vevey est totalement partie prenante puisqu'elle est propriétaire et il est de toute manière imposé qu'elle le soit avant l'étape qu'on franchit aujourd'hui avec cette mise à l'enquête. La ville de Vevey, le projet a été soumis à son conseil communal en tant que propriétaire et non pas en tant que commune territoriale, notamment pour s'engager sur le financement des équipements qui vont être nécessaires à la valorisation de ces parcelles, donc la route, les différents équipements. Ceci a été voté par le conseil communal de Vevey au mois de septembre passé. La commission qui avait étudié ce projet n'a pas eu une seule voix contre.
À l'époque, c'était au mois de juin. Donc oui, la commune de Vey est totalement impliquée et la coordination intercommunale sur ce projet était absolument remarquable. Mais je pense que peut-être monsieur le syndic voudrait également l'évoquer. Merci beaucoup. Je vais terminer par une dernière question. Monsieur Beauvais et aussi Madame Brodard, Luisier-Brodard et Monsieur Lebas. En fait, très concrètement, pour les habitants de Saint-Légier-la-Chiéza, pour les habitants de la commune, avec Blonay aussi, puisque au 1er janvier de l'année prochaine, Blonay vous rejoint, si on peut dire comme ça. Quel est l'avantage réel d'avoir un tel espace ? Alors, je réponds volontiers, puis après tu compléteras. Et puis ensuite, on demandera pour le canton. Oui, oui. Eh bien, écoutez, je pense que moi, j'ai des enfants. J'ai des enfants qui sont des enfants qui sont donc des actifs, qui font partie, ce qu'on appelle, qui font fonctionner l'économie. Cette économie permet aussi d'assurer un certain rythme de vie, une certaine qualité de vie pour les retraités. Donc il faut leur donner du travail. Et en l'occurrence, ce genre de développement est tout à fait utile pour un village, d'éviter de se déplacer, d'éviter les pendulaires. Monsieur le conseiller d'État Lebas a parlé tout à l'heure de l'importance de pouvoir offrir des places de travail dans des circuits courts. Et ça fait partie finalement des offres qui sont à disposition de notre communauté, d'avoir des places. Aujourd'hui d'ailleurs, on voit dans les zones, dans les secteurs déjà développés de PME industrielles, nous avons déjà beaucoup d'habitants qui travaillent sur ces sites au lieu de se déplacer sur l'extérieur. Donc c'est plutôt un avantage et je dirais que c'est une opportunité pour nos habitants de pouvoir disposer aussi de développement du secondaire. Pardon. Merci beaucoup. Madame Luisier-Brodard, pour le canton, quel est l'avantage que vous voyez ? Bon, effectivement, alors déjà, je rejoins tout ce qui a été dit sur le développement et le maintien et le développement des places de travail. Donc évidemment que ça, c'est un objectif qui est extrêmement important pour une région, pour éviter aussi la pendularité et donner un avenir aux jeunes. Maintenant, s'agissant du canton, un des points que j'aimerais souligner ici, c'est que ce type de projet peut avoir valeur d'exemple par rapport à d'autres projets qui sont en cours et pour lesquels nous avons aussi des exigences de plus en plus fortes, non seulement de la part du canton, mais de la part de la population. On l'a entendu dans les questions, hein, il y a pas mal de questions qui sont en lien avec la durabilité. Eh bien, ce type de projet nous permet finalement de dire que c'est possible et d'aller sur cette voie, sur le plan énergétique, sur le plan de la mobilité, sur le plan paysager, et puis d'allier finalement les exigences de l'environnement et les exigences économiques et non pas de les opposer comme ça peut être fait parfois. Donc c'est un peu la fin finalement d'un système où on a un alignement d'entreprises qui viendraient dans une zone et qui auraient chacune sa propre stratégie hein, finalement en termes de parking, en termes d'énergie, et puis de permettre de mutualiser ces ressources et d'avoir des solutions qui soient prévues à une échelle qui est une échelle de zone et non plus simplement à une échelle d'entreprise. Et donc de montrer que ça c'est possible, et de le montrer aux tenants des projets, aux autorités et puis aux entreprises elles-mêmes, aux entrepreneurs, aux promoteurs, d'indiquer que oui, on peut allier ces exigences-là et on peut le faire de manière rationnelle aussi en termes de coûts pour les entreprises. Merci beaucoup. Monsieur Lebas, en fait, on parle d'un projet qui développera le secondaire, donc plutôt l'aspect industriel. Est-ce que le canton a besoin encore de ça alors qu'il est tellement développé du côté du tertiaire ? Je crois qu'on doit avoir un développement économique équilibré et diversifié. Ce n'est pas parce que vous avez des start-up ou des services que vous n'avez plus besoin de plombier, que vous n'avez plus besoin de menuisier, que vous n'avez plus besoin de boulanger, que vous n'avez plus besoin de charpentier, que vous n'avez plus besoin de fondeur, pour prendre quelques exemples là. Et c'est donc cette diversification économique qui permet d'abord de répondre aux besoins concrets des gens. Si votre douche est bouchée, ben, il faut un plombier. Moi, je ne sais pas comment on fait autrement dans le monde d'aujourd'hui et dans le monde de demain. Il faudra donc un plombier qui vienne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et donc, autant qu'ils viennent d'une région de proximité, autant qu'ils viennent d'ici et qu'ils puissent former des apprentis, ceux qui souhaitent devenir plombier, charpentier ou boulanger, qu'il y ait des perspectives ici. Et puis, dernier point, pour ceux qui sont peu soucieux du développement économique et plus soucieux d'autres types de prestations de l'État, si vous n'avez pas de place de travail, vous n'avez pas de rentrée fiscale.
Si vous n'avez pas de rentrée fiscale, vous n'avez pas de politique sociale, pas de politique environnementale, vous n'avez aucune prestation d'une collectivité publique comme Blonay ou comme Saint-Léger, pour prendre ces deux exemples-là, c'est bien l'équilibre de tout cela qui permet en quelque sorte d'avoir des villages vivants. On se plaint beaucoup de la désertification de nos villages. S'il n'y a pas de place de travail, il y a une désertification de nos villages et c'est au détriment de l'ensemble de la population. Il faut donc trouver un équilibre. Il est fait ici dans l'intérêt de l'ensemble de nos concitoyens. Encore une fois, songez à votre douche bouchée. C'est tout ça. Mais c'est la vraie vie. Ce n'est pas des grandes théories de professeurs HEC et de Lausanne qui sont tout à fait respectables. Mais vous avez dans la vie concrète des gens au quotidien des besoins d'artisanat et d'industrie, et il faut être capable de les répondre. Si vous attendez 3 semaines avant que votre douche refonctionne, vous verrez l'ambiance à la maison, elle est très moyenne. Mais M. Lebas, on est bien d'accord qu'il n'y aura pas que des boulangers ou des installateurs sanitaires. Ça peut être des industries de pointe qui viennent se mettre là. Il peut parfaitement y avoir des industries de pointe. Il peut y avoir notamment, par exemple, de l'informatique. Mais là, je reprends la vie tout à fait quotidienne des gens. Quand vous avez votre PC qui bug, ou votre Natel qui bug, vous êtes bien content de trouver un informaticien qui vienne. Parce que là aussi, moi, j'ai 2 enfants, 2 ados. Et quand l'informatique à la maison ne marche pas, là aussi, l'ambiance familiale est quelque peu perturbée. D'après ma modeste expérience de père de famille, et donc nous avons besoin aussi de cela. On est dans une crise sanitaire, on a besoin de production industrielle, y compris de vaccins, pour prendre un autre exemple. Je citais Merck tout à l'heure, ils ne sont pas dans la lutte contre le Covid, certes, mais ils sont dans la lutte contre d'autres maladies extrêmement graves. On a besoin de tout cela. Moi, je veux bien qu'on dise que le monde de demain sera complètement différent d'aujourd'hui. Je vous parie qu'il y aura toujours des douches couchées, qu'il y aura toujours des problèmes informatiques et qu'il y aura toujours malheureusement des maladies. Et il faudra bien régler l'ensemble de ces questions. Merci beaucoup, M. Lebas. Merci beaucoup à tout le monde. Monsieur Beauvais, on va vous laisser le dernier mot de la fin, mais je voudrais peut-être juste préciser donc, que l'enquête est à consulter jusqu'au 26 avril. Ça peut se faire au bureau communal ou au pilier public virtuel, si on peut dire, de la commune. Vous cliquez sur le site de la commune Saint-Léger et la Chiesa et puis vous réussirez à trouver très facilement les différents documents de cette mise à l'enquête que vous allez pouvoir analyser et consulter. Et puis, préciser peut-être encore qu'on y trouve le plan d'affectation, mais on y trouve aussi le rapport d'impact sur l'environnement dont on a juste traité un tout petit peu, 2-3 mots, la délimitation de l'aire forestière, le projet routier, enfin, globalement, vous pourrez tout savoir sur ce projet. Mise à l'enquête, donc, jusqu'au lundi 26 avril, avec un objectif, donc, comme le disait M. Epp, d'avoir en 2025 les premières entreprises qui s'y installent. M. Beauvais, c'est à vous pour mettre un terme à cette soirée d'information. Merci M. Held. Finalement, vous avez presque tout dit. Je vous en remercie. Moi, ce que j'ai envie aujourd'hui, ce soir, à ce moment, avant de nous quitter, c'est de remercier toute l'équipe municipale. Nous sommes un team qui fonctionnons depuis maintenant 2 législatures sur ce projet. Et sans nos collègues qui ne sont pas, je dirais, sous les projecteurs, ils nous font confiance, ils nous soutiennent. Et ça, c'est indispensable qu'on ait cet esprit de corps pour pouvoir présenter un tel projet sur le long cours. Et je dirais que je tiens aussi à remercier déjà, là aussi la présence, et je le réitère, du Conseil d'État avec 2 départements que je salue parce qu'on s'est toujours senti tout à fait soutenu de la part des conseillers d'État et de leur département. Et enfin, aussi par Promov, je l'ai dit en ouverture, la promotion économique de la Riviera qui était assez chancelante avant l'arrivée de M. Schmitt, qui a pris du poil de la bête. Et je dirais, heureusement, ils sont arrivés au bon moment pour pouvoir nous épauler, nous accompagner dans cette longue procédure. Alors bien sûr, il y a eu des moments de haut, de bas, pour arriver jusqu'ici, par rapport aux relations avec les services de l'État, parfois un peu plus compliqué avec l'aménagement du territoire, plus facile avec l'économie. Mais ceci dit, on a pu, et c'est ça qui est important, on a pu trouver le consensus. C'est cette force de ce pays, c'est toujours venir de ce canton, c'est chercher le consensus, chercher le meilleur chemin pour que le projet puisse passer. Et le travail a été fait. Si le travail n'a pas été fait, et puis qu'on serait venu avec une solution, je dirais un petit peu à la hache,
on serait un peu mal à l'aise par rapport à certaines questions qui ont été posées ce soir sur la durabilité, sur l'environnement, sur la mobilité. En l'occurrence, ce travail a été fait. On a vraiment cherché à collaborer puis bien écouter les conseils qui nous étaient donnés, tant par nos prestataires, que je remercie aussi au passage, et nos modataires, tant par les services du Coton. En tout cas, merci beaucoup et j'espère que ce projet va rencontrer une bonne réception auprès de nos populations pour qu'ils le soutiennent. Merci beaucoup. Et puis on remercie aussi l'équipe de ARC Studio, qui a apporté les moyens techniques et qui a assuré cette diffusion sur YouTube ce soir. Merci beaucoup, merci d'avoir suivi. Vous pouvez donc sur YouTube, en demandant le lien Saint-Légier La Chiesa, vous retrouverez facilement sur YouTube aussi cette soirée d'information. Merci beaucoup à tous, bonne soirée et à tout bientôt.